En 1999, notre adolescence au lycée Charles de Gaulle nous paraissait bien lointaine. 50 années s'étaient écoulées. Ce furent alors ces retrouvailles insensées. Ce fut un débordement de souvenirs et d'amitié. Désormais, chaque année, l'un d'entre nous mijote ce rendez-vous. C'est devenu une tradition. De nouveaux visages apparaissent. Nos amitiés se consolident, de nouvelles amitiés naissent, la flamme ne s'éteint pas. Cette année, nous fêtions nos noces d'étain. Plus que jamais, l'ambiance y était chaleureuse. À nous entendre parler, nous avons mesuré combien nos souvenirs sont toujours présents. Le plaisir que nous éprouvons à nous retrouver est grandissant. Chacun livre ses souvenirs les plus secrets. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans le dévouement de nos organisateurs. Qu'ils en soient remerciés. Chacun d'entre eux s'évertue à nous offrir un bouquet de plaisir en nous faisant découvrir les paysages de sa province, ses richesses culturelles, son histoire, ses monastères, ses châteaux, son architecture, sans oublier les traditions locales et bien entendu sa cuisine régionale que l'on savoure avec les yeux, le nez et le palais. Tout ceci avec en toile de fond cette amitié et ces valeurs communes que nous avons acquises dans le même creuset lors de notre lointaine adolescence. Cette année, nous étions en Bourgogne. 3 d'entre nous la représentaient. Mais attention, il est dit que le bourguignon a une âme d'escargot. Il ne faut pas le bousculer si l'on veut le voir sortir de sa coquille. Ce fut réussi, ils se montrèrent conviviaux et accueillants. La Bourgogne, c'est une terre bénie des dieux. Son nom se savoure, par son vin bien entendu. Nous n'avons pas manqué de déambuler au milieu des côtes de Nuit et des côtes de Beaune avec des noms prestigieux. Gevrey-Chambertin, Clos-Vougeot, Vonne-Romanée, Buis-Saint-Georges et bien d'autres appellations prestigieuses. La Bourgogne, c'est aussi l'ancienne capitale des ducs de Bourgogne, Dijon, qui nous accueillit avec sa diversité architecturale, fruit d'une longue histoire. La ville compte ainsi en son centre des rues bordées d'édifices médiévaux ayant évolué au sein des anciennes limites du castrum d'héritage romain. Plus au nord, nous avons découvert d'autres merveilles. Le château des Poisses au cœur d'un superbe parc fleuri. La ville fortifiée de Semur en Auxois, plantée sur un éperon rocheux dominant l'Armançon. Le château de Bussy-Rabutin, au lieu du libertinage. Et la cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain. Tout un programme qui ne nous révéla qu'une petite partie de tous ces trésors régionaux. Nous avons eu à peine le temps de nous retrouver. Nous voici en route pour une destination ô combien évocatrice du bien-vivre bourguignon, le Clos Vougeot. Les bons vieux amis. Nous, on a fait la fermeture d'un lycée et l'ouverture d'un autre. Notre première visite sera pour une alliance insolite, l'eau, le vin et le divin. L'eau, parce que la Vouge, le petit cours d'eau, donna son nom au clos de Vougeot. Elle fut la source du monastère. Le vin, parce qu'il règne en évidence et doit beaucoup aux cisterciens. Le divin, parce que tout rappelle cette dimension spirituelle. Ici le château de Vougeot. Merci.
Le château a été construit par les moines de Cîteaux. Cîteaux, c'est une abbaye qui se trouve environ 1 km ici, et les moines sont venus dans le château, dans l'endroit ici, pour travailler. Dès le début du VIe siècle, l'implantation du christianisme avait favorisé l'extension de la vigne par la création d'importants domaines rattachés aux abbayes. Ainsi, l'abbaye de Cîteaux, créée au XIe siècle, reçut des terres sur la côte de Nuits. Le clos de Vougeot, siège de la confrérie des chevaliers du Tastevin, est un château Renaissance qui englobe des bâtiments vinicoles plus anciens, comme le cellier et la cuverie qui datent du XIIIe siècle, avec ses magnifiques pressoirs à vis. Mais c'est aux moines de Cîteaux, qui plantèrent ici la vigne en la ceinturant d'un mur de pierre, que l'on doit véritablement la naissance du légendaire clos de Vougeot. La confrérie des chevaliers du Tastevin est une confrérie bachique contemporaine qui assure la promotion des hautes traditions épicuriennes de la Bourgogne, de ses prestigieux vins et de sa gastronomie. Ceci lors de festins médiévaux rabelaisiens donnés en l'honneur du dieu antique de la fête, du vin, de l'ivresse et des débordements, le dieu Bacchus. Ces festivités se déroulent ici même dans le fastueux cellier cistercien du château du Clos de Vougeot, animé par des chansons à boire et par des trompes de chasse. À Nuits-Saint-Georges, petit bonhomme nous accueille des bras ouverts pour la visite du Cassisium. À côté des grands vins, parmi appellations régionales et villages, premiers et grands crus, se faufile une perle noire qui fait la fierté des Hautes-Côtes, le cassis. Depuis son apparition au milieu du XVIIIe siècle en Bourgogne, le cassis a occupé, à côté des vins de la côte de Nuits, une place tantôt discrète, tantôt primordiale pour l'économie, lorsque le phylloxéra fit des ravages. Mais depuis le début du XXe siècle, il se positionne comme une production importante dans l'activité de la région, grâce au savoir-faire des producteurs, puis des transformateurs que sont les liquoristes, les restaurateurs et les pâtissiers. Entre 78 et 82 degrés d'alcool. Alors c'est simple, on n'a pas fabriqué d'alcool. Au départ, j'ai mis un pourcentage de cognac à 65 degrés et un pourcentage d'alcool à 96 degrés. La moyenne fait à peu près 80. Okay, on ne fabrique pas d'alcool pour la distillation, on aromatise l'alcool. A contrario de la distillation pour les eaux de vie. Ou pour les eaux de vie, par contre, là, on va faire fermenter et on va concentrer l'alcool et les arômes. Alors que pour la distillation, pour les liqueurs, on aromatise l'alcool. Exceptionnellement, c'était vers le 12 ou 13 juin.
On a eu un mois d'avril, mois de mai très chaud. Un mois d'avance. Ils distillent en fonction du poids de gènes de cassis. Ça donne un nombre de degrés d'alcool qui vont défalquer au niveau des comptes douane. Maintenant, on va les utiliser dans la fabrication des crèmes anti-rides. Chacun son métier. Ces gens-là, ils sont plus dans les crèmes de jour. Ici, on est quand même spécialiste dans la crème de nuit. Très bien, c'est ça. Quand notre infusion elle est claire, sans aucun sédiment, on va la mettre dans les cuves qui sont derrière. Toutes les crèmes de cassis que vous allez acheter en Europe, quel que soit le pays, la marque, le prix, l'appellation, le degré d'alcool, il y aura au minimum 400 grammes de sucre. 2 doses de super cassis, c'est un peu aphrodisiaque, c'est un DSK. Comment appelle-t-on une crème de cassis avec du marc ou de la fine? On l'a dit tout à l'heure. Vous l'avez dit, monsieur. Le mêlé cassis. Le mélécas. Mélécas, c'est crème de cassis plus marc. On a créé au cassisium, ça fait 3-4 ans, un mélécas à notre façon qu'on appelle le marcassin. Marcassin, c'est de la crème de cassis avec du marc de Bourgogne dans la recette, mais sauf que c'est une crème de cassis à 20 degrés. On appelle le marcassin, marcassis. Il faut faire attention, oui, c'est légèrement aphrodisiaque. Bah, c'est pour les petits cochons. Par contre, vous ferez attention, quand vous dégusterez le marcassin, vous mettrez bien votre ceinture après. Hein. Non, parce qu'après, la sanglier. D'ailleurs, ceux qui ont lu le journal du matin, je ne sais pas s'ils ont vu à Dijon, il y a eu un cas de divorce assez saignant cette semaine. C'était entre le Pernod et la mère Picon. Il paraît que c'était un cas si salaud. C'était pour la fille. Oui, c'est un osmoseur d'eau. Parce qu'on utilise de l'eau osmosée. C'est obligatoire pour le marché, les marchés asiatiques. Nous découvrons ici même au Cassisium l'art de distiller et de transformer ces petites baies en liqueur, crème de cassis, eau de vie, apéritif ou sirop. Cassis pur pour commencer. Alors tu vois, à nous deux, toi la mouche, Parfaitement préservé depuis le Moyen-Âge, l'Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune fut construit en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon. Au lendemain de la guerre de Cent Ans, Beaune souffre de misère et de famine. Les 3/4 des habitants de la ville sont sans ressources. Pour racheter leur salut, le chancelier et sa femme, Guégone de Salins, décidèrent alors de créer un hospice pour les pauvres. Ils le dotent d'une rente annuelle, les salines, et de ressources propres des vignes, et font appel à de nombreux artistes pour le décorer. En ce qui concerne le style, c'est le gothique au milieu du XVe siècle avant la Renaissance. D'accord, dont je parlais, Nicolas Rolin avait été anobli par le duc. La girouette, c'était le privilège des nobles. Plus il y en avait sur un bâtiment, que 2 cm, se chevauche, 2 cm d'épaisseur.
Le polyptyque, commandé par le chancelier Rollin, ce polyptyque du XVe siècle est attribué à l'artiste flamand Rogier van den Weyden. Représentant le jugement dernier, il était accroché au-dessus de l'autel dans la chapelle, mais n'était ouvert à la vue des malades que les dimanches et jours de fête. L'Hôtel-Dieu a rapidement acquis une grande renommée auprès des pauvres, mais aussi auprès des nobles et des bourgeois. Grâce à leurs dons, ceux-ci ont permis d'agrandir et d'embellir l'hôpital par la création de nouvelles salles et l'apport d'œuvres d'art. Ainsi, l'Hôtel-Dieu est-il devenu un véritable palais pour les pauvres. Au cœur de l'Hôtel-Dieu, la grande salle des pauvres. Cette salle des malades était occupée au centre par des tables et des bancs installés pour les repas. Ces fonctions médicales ont été transférées à partir de 1971 dans un hôpital moderne. La chapelle fait partie intégrante de la salle des pauvres et symbolise la parfaite symbiose entre l'aspect religieux et médical de l'Hôtel-Dieu. Elle permettait aux pensionnaires d'assister aux offices sans avoir à se déplacer. C'est dans cette chapelle que prenait place à l'origine le fameux polyptyque de Rogier van den Weyden. La salle Saint-Nicolas, destinée à accueillir les pauvres et malades en danger de mort. La salle Saint-Nicolas permettait de séparer les malades légers des infirmes et moribonds. Cette salle abrite aujourd'hui une exposition permanente. La cuisine a son aspect du début du XXe siècle, avec son piano, grand fourneau muni de 2 robinets d'eau chaude appelés cols de cygne. La science pharmaceutique était encore balbutiante et avait recours aux ingrédients les plus divers issus du monde minéral, animal et végétal. Les étagères présentent une collection de 130 pots de faïence datés de 1782, dans lesquels étaient conservés les onguents, huiles, pilules au sirop. Les pots de verre contiennent encore des spécifiques dont certains laissent rêveurs. Poudre de cloporte, yeux d'écrevisse ou poudre de noix vomique. La salle Saint-Louis, qui abrite entre autres des coffres gothiques, une superbe tapisserie du XVIe siècle tissée à tourner, ainsi que des statuettes de bois ou de pierre. Exploitant 61 hectares de vignes en Bourgogne, hérités au cours des siècles, les hospices organisent chaque année depuis 1859 la plus célèbre vente aux enchères de vin au monde. Les caves patriarches, installées dans le couvent des Visitandines. Jeanne-Françoise Frémiot, née en 1572 à Dijon, fonde en 1632 avec l'évêque François de Sales le couvent des Dames de la Visitation. Confisqué à la Révolution française, le couvent est racheté en 1796 par Jean-Baptiste Patriarche, vigneron à Savigny-les-Beaunes, pour ses caves spacieuses. Un labyrinthe de 5 km de galeries voûtées, remontant jusqu'au XIIIe siècle, abrite des millions de bouteilles qui nous font la haie d'honneur. Un lieu magique, intense, hors du temps.
décédé. Mais il claquait un coup, une balle de 5, 6, 7 Donc là, on a 3 quarts d'heure. Moi j'ai vu, il y en a nous qui ont restait acheté 4 du 000 vin. euros en caisse. Madame Daouda, c'est pour toi. C'est pour toi, Boulot. Et nous voici en visio-train pour notre promenade digestive. Statue du XIIe siècle, ainsi qu'une remarquable collection de tapisseries de Tours. Meursault, capitale des vins de Bourgogne. Sa notoriété est due à la qualité de ses vins, essentiellement blancs et issus du cépage chardonnay. L'hôtel de ville de Meursault. La Grande Vadrouille lui a apporté une célébrité mondiale. C'est ici même que le réalisateur Gérard Houry a tourné une des scènes cultes de son film. Halte dégustation au château Génaud-Boulanger. Mais attention, on ne descend jamais dans une cave en Bourgogne. On y monte, puisque l'escalier qui y conduit mène tout droit au paradis. Nous aurons droit à une dégustation sur le fût, commentée par le vigneron. Une ambiance conviviale qui nous mit du rose aux joues, le sourire aux lèvres et du baume au cœur. Bon, je pense que tout le monde a un verre. Alors, donc ici, je ne sais pas si mon père vous l'explique. Il y en a plus. Curé. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'appellation Mercuré. C'est une appellation qui est connue plutôt pour ses vins rouges. Grande appellation en surface, presque 700 litres. Après, c'est uniquement une question de goût. Le vieillissement du vin, c'est une notion tout à fait personnelle. C'est une notion qui Chaque année, Alors, ça peut arriver. Là, cette année, on avait besoin de renouveler. Et maintenant, pour déguster les vins, passons à table. Nous partons pour la visite guidée de Dijon, le jardin d'Arcy. À cet emplacement, l'ingénieur Henri d'Arcy conçut un réservoir pour alimenter Dijon en eau potable en 1838. 50 ans plus tard, un jardin y fut réalisé. Que de tendresse dans ces deux prises de vue réalisées à 50 ans d'écart avec nos deux amis, Jacqueline et Jean-Marie Azéma. Nous sommes place d'Arcy, près de la porte Guillaume. Saint-Bénigne fut un monastère avant d'être une cathédrale. La première église, construite sur la sépulture du saint, date de 535. Le monastère fut créé au IXe siècle.
au cœur du vieux Dijon. Les maisons à colombages procurent à la ville un charme incontesté. Cette technique était utilisée du Moyen Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Cette maison est pourvue d'une échaussette, cette guérite de guet placée en surplomb à l'angle de l'édifice. La statue de bronze de la place François-Rude est un barrezé, un vigneron qui presse le vin à pieds nus, d'où l'origine de ce nom, le bas rosé, les jambes prenant la couleur du jus de raisin. Les toitures polychromes sont également considérées comme la troisième caractéristique de la Bourgogne, après ses vins et sa gastronomie. Il semblerait que cet élément très décoratif ait puisé son origine dans l'architecture flamande du XVe siècle. L'hôtel Aubriot, ou maison du change, est l'exemple manifeste de la maison urbaine bourguignonne du XIIIe siècle. Elle fut construite par l'un des premiers banquiers de la ville de Dijon. C'est dans les caves de cette maison qu'étaient frappées les monnaies. La façade est un avant-goût de ce que l'on y trouve dans la cour intérieure. Balcon en bois sculpté, tourelles et mansardes finement travaillées, chapiteaux bizarrement décorés. C'est le spot, quoi. Et j'arrive pas où bas. L'utilité de ce bâtiment a vendu un particulier. Et puis vous avez un greffon au milieu et puis un chien. Alors on a... Il faut pas être Pas plus de 5. Jacques, attends. On fait seulement les Juliettes là. C'est un peu spot, quoi. Et j'arrive pas où bas. Le Palais des Ducs et des États de Bourgogne, un ensemble architectural comprenant plusieurs parties. La plus ancienne est le Palais ducal des XIVe et XVe siècles de style gothique. Mais la plus grande partie des bâtiments a cependant été bâtie au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle dans un style classique avec le dessin de la place royale, aujourd'hui place de la Libération. Maintenant, nous nous laissons glisser vers des ruelles moyenâgeuses, là où se nichent encore quelques vieilles maisons très typiques, tout en suivant le parcours de la Chouette. Située sur la façade gauche de Notre-Dame, la Chouette est l'un des symboles de la ville. L'on vient la caresser de la main gauche tout en faisant un vœu. Elle symboliserait pour certains la sagesse ou le regard vigilant de Dieu. Pour d'autres, elle n'est que la signature de l'architecte Chouette. Elle reste malgré tout un porte-bonheur dont on veut prendre soin. Voilà Yvette, bravo. Et une pensée douce pour Helge. Voilà, c'est ça. Voilà. Notre-Dame de Dijon. À cet emplacement, au XIIe siècle, se trouvait une simple chapelle. À partir de 1220, les Dijonnais élevèrent l'église gothique actuelle. L'église était dotée dès le XIIe siècle de vitraux d'excellente facture. Malheureusement, seuls 5 d'entre eux ont traversé les temps.
ne seront pas ensemble, maintenir l'engagement. L'église Saint-Michel. Le premier édifice remonterait au IXe siècle, probablement une simple chapelle en bois. Une nouvelle église fut consacrée en l'an 1020. Devenue trop petite, elle fut elle-même remplacée par l'église actuelle qui date du début du XVIe siècle. L'église Saint-Philibert, l'un des fleurons du patrimoine dijonnais. Désaffectée au culte depuis la Révolution, elle fut successivement écurie, magasin de salpêtre et entrepôt à sel. Ce lieu est désormais rendu aux Dijonnais. Perspective sur l'église Saint-Michel. La place royale, rebaptisée place de la Libération, en forme d'hémicycle, s'ouvre sur le palais des ducs de Bourgogne, où elle a été pensée pour sublimer le pouvoir du roi, en particulier celui de Louis XIV. Babette, tu en étais le modèle? Tu en étais le modèle? Non loin du centre, un quartier datant du XVIIe et XVIIIe siècle recèle des merveilles d'architecture, avec de nombreux hôtels particuliers cachés par de lourdes portes aux yeux des passants. Surprenant, pendant les week-ends, inutile de crier « Sésame, ouvre-toi », il suffit d'appuyer sur le bouton de la sonnette. Nous avons entrevu quelques joyaux de la capitale des ducs de Bourgogne. La visite fut courte, mais ô combien révélatrice. Le château d'Époisses était autrefois une place très importante du duché de Bourgogne. Les ducs de Bourgogne veillèrent toujours à ce qu'Époisses soit entre les mains de seigneurs qui leur furent dévoués, en raison de son importance stratégique. Plusieurs personnages illustres ont été seigneurs d'Époisses. Les Montbard, le duc d'Orléans-Longueville, le maréchal de Bourdillon et le Grand Condé. Le pigeonnier, il date du XVe siècle et contient environ 3000 cases, chiffre qui indique l'importance de la seigneurie à cette époque. Une case représente un arpent et 3 arpents, 1 hectare. L'avant-cour servait de refuge aux habitants d'Époisses et des villages voisins, lorsque la guerre et les invasions ravageaient le pays. En échange de cette protection, ils devaient entretenir les fortifications et monter la garde. À l'époque, le château était constitué de 7 tours principales, reliées par un chemin de ronde, enfermant ainsi complètement la cour intérieure. Une seconde enceinte de douves, autrefois plus profonde d'environ 2 mètres et pleine d'eau, en défendait l'approche. La façade du château sur la cour a été modifiée à plusieurs reprises, en particulier au XVIIe et au XIXe siècle. Le puits date du XVIe siècle. La déesse du stade. Le château a été témoin de nombreux événements. Des batailles y ont été livrées, il a été pillé à plusieurs reprises. Au XVIIe siècle, les guerres privées n'existant plus, les seigneurs d'Époisses transformèrent leur forteresse en maison d'habitation. Ils ouvrirent de larges fenêtres et décorèrent l'intérieur. Des personnages illustres sont venus à Époisses. Saint-Colomban, les ducs de Bourgogne, le roi Henri IV, Madame de Sévigné, Chateaubriand et bien d'autres. Le château appartient maintenant depuis 300 ans à la même famille.
Au niveau du lait, il y a un peu Les fromages des poissons, on ne ramasse pas le non, il y a des critères pour les paysans. C'est l'appellation. Après cette réception royale, nous prenons congé de nos hôtes. La légende raconte que ces murs furent bâtis par Hercule lors de son retour d'Espagne. C'est en 606, dans la charte de fondation de l'abbaye de Flavigny-sur-Ozerain, que l'on trouve la première trace écrite de ces murs, nommée alors Sene Muro, c'est-à-dire vieille muraille. La ville prend son ampleur au milieu du XIVe siècle, au moment de la guerre de Cent Ans, quand le duc Philippe le Hardi décide de renforcer les fortifications naturelles du site par des enceintes essaimées de tours et par un imposant donjon scindant directement le château et le bourg. Place forte de l'Auxois, Sémur est fidèle au duc de Bourgogne au point de s'opposer à l'autorité royale, une position qu'elle paye à prix fort quand en 1478 les troupes françaises de Louis XI investissent la ville et l'occupent. En 1589, ce mur connaît son ultime siège. Durant les guerres de la Ligue, la ville sera soumise par le maréchal de Tavannes. Henri IV décide le démantèlement des fortifications dans une ordonnance en l'an 1602. La ville perd sa vocation défensive pour devenir la capitale du bailliage d'Auxois, avec tout ce que cela comporte comme prérogatives, présidiales, grenier à sel, etc. En 1790, la ville devient chef-lieu du district de Semur, puis de l'arrondissement de Semur en 1800. Elle le restera jusqu'en 1926. Le château de Bussy-Rabutin, fondé au XIIe siècle par Renaudin de Bussy. Son descendant, Roger de Bussy-Rabutin, est condamné par Louis XIV pour avoir participé à des orgies. Savez-vous où? Tout simplement au château de Roissy-en-Brie. Bizarre, bizarre, il y a de quoi. C'est dans ce château, aujourd'hui mairie de ma commune de résidence, qu'est domiciliée notre association. Roger de Bussy-Rabutin fut alors exilé pendant 17 ans dans ses terres bourguignonnes, après sa libération de la Bastille en 1666. Le château de Bussy-Rabutin est célèbre pour la collection de portraits de toutes les dames que Bussy de Rabutin est censé avoir aimées. Son libertinage lui valut un premier exil. Il écrivit un roman, L'histoire amoureuse des Gaules, pour distraire sa maîtresse. Fort explicite sur les frasques de certaines personnes de la cour, ce texte déplut au roi, d'où son deuxième exil. Profondément affligé, il se rangea lui-même parmi les illustres malheureux de l'histoire.
il eut le loisir de décorer son château de Bussy et de rédiger ses mémoires. Il échangea de nombreuses lettres avec ses amis, et notamment avec sa cousine, Madame de Sévigné. Sa correspondance en fait un témoin privilégié de son temps et permet de mieux comprendre le siècle de Louis XIV. De l'ancienne abbatiale Saint-Pierre du IXe siècle, où pendant des siècles, 800 moines chantaient sans interruption nuit et jour, ne subsiste aujourd'hui que la crypte où sont conservées les reliques des saints protecteurs de l'abbaye. Reconstruite à partir de 1618 par les bénédictins de la réforme de Saint-Maur, l'abbaye abrite aujourd'hui la dernière fabrique d'anis. Le bourg paraît désespérément désert, pas âme qui vive. Il semble abandonné. Cependant, les vestiges de sa longue histoire, ses remparts et ses portes d'accès, ses maisons et hôtels du XIIIe au XVIe siècle, son église sont bien présents, mais totalement endormis. Nous sommes très près d'Alésia. En l'an 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix dirige la rébellion et conduit une armée contre César. C'est sur la colline de Flavigny où César installe notamment l'un de ses campements militaires. Notre réunion se termine. Nos souvenirs se renforcent, nos amitiés se consolident. Ces 3 jours se sont déroulés dans une très grande convivialité. Notre apparitrice nous avait promis la Bourgogne. Non seulement elle nous l'a offerte sur un plateau ensoleillé, mais le menu en était particulièrement agréable et varié. Le seul regret à formuler est simplement que le séjour était trop court. Daniel, tout simplement bravo et merci.